Good afternoon. Thank you for being with Mesdames et us. messieurs, bonjour. Merci Here in the d'être room in là Brussels and thank aujourd'hui dans cette salle d'un hôtel bruxellois. people connected online. Et bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints en ligne. Il y a plus de 1000 personnes qui nous suivent en ligne. C'est un véritable succès. C'est vrai qu'aujourd'hui, on doit organiser les événements en ligne également. C'est un nouveau monde, une nouvelle économie. Mais quoi qu'il en soit, on est toujours heureux de se voir en présentiel et je suis très heureux de vous voir aujourd'hui cet après-midi à Bruxelles. Bienvenue à cette conférence organisée par ETAF. Le titre est « En attendant les propositions SAFE », notamment pour toutes les professions fiscales. Donc, nous sommes en train d'attendre parce qu'on est toujours en attente et l'attente risque de se prolonger. Mais quoi qu'il en soit, une proposition figure sur la table et pour nous professionnels, l'occasion est venue d'exprimer les attentes des professionnels, des conseillers fiscaux. Et j'en profite pour remercier et saluer le président de la profession en Belgique. Bonjour, merci d'être là malgré votre agenda très chargé. Il y a un an, nous nous sommes réunis dans cette même salle pour discuter de la future initiative de la Commission européenne visant à s'attaquer au rôle des facilitateurs. Vous vous en souvenez? On était là ensemble, des facilitateurs qui facilitent l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive. C'était vraiment le tout début de la réflexion de la Commission européenne, mais également de la nôtre. Depuis, les choses ont évolué. L'initiative porte désormais un nom clair, SAFE. Je ne sais pas si vous avez entendu ce nom, cette appellation, qui est l'abréviation de Securing the Activity Framework for Enablers. La Commission a organisé une consultation publique qui s'est étirée de juillet à octobre 2022 afin de recueillir les avis des différentes parties prenantes sur plusieurs options, telles que de nouvelles procédures de diligence raisonnable, mais également l'interdiction de concevoir et de commercialiser une planification fiscale agressive, un registre de l'UE et un code de conduite, une consultation publique à laquelle nous avons bien entendu participé. La Commission a maintenant fait son choix entre les différentes options et les principaux éléments de la proposition SAFE ont été dévoilés publiquement. Comme vous le savez, la proposition devait être présentée le 7 juin. Aujourd'hui, nous sommes le 28, mais comme toujours, l'agenda de la Commission est en évolution perpétuelle et la présentation de la proposition SAFE a été reportée à une date inconnue. Nous voici donc un an plus tard, toujours dans l'attente de la proposition SAFE et désireux d'approfondir le sujet et de découvrir comment la réflexion de la Commission européenne a évolué au fil du temps. En tant que professionnels de la fiscalité, il est de notre devoir de garder une longueur d'avance, nous adapter et de nous préparer aux changements qui nous attendent. En juin dernier, M. Benjamin Angel, directeur de la fiscalité directe, de la coordination fiscale, de l'analyse économique et de l'évaluation à la Commission européenne, était ici et s'est engagé d'ailleurs ici même à ne viser que les pommes pourries et à ne pas accabler l'ensemble de la profession avec ces nouvelles règles. Et c'était d'ailleurs le fruit d'une de nos propositions. Malheureusement, à cause d'événements imprévus, M. Benjamin Angel a dû annuler sa participation à la conférence d'aujourd'hui. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'exposer nos attentes.
Donc, ma principale question est la suivante. La Commission tiendra-t-elle sa promesse? Et comment pourrait-elle définir la planification fiscale agressive sans s'ingérer dans le travail des conseillers fiscaux respectueux de la loi? Donc ça, c'est notre objectif principal dans le cadre de ce projet. Pour approfondir l'intention de la Commission et poursuivre la discussion entamée il y a un an, nous avons aujourd'hui une liste incroyable d'orateurs qui partageront avec nous leur point de vue et leur expertise à ce sujet. Nous pourrons notamment accueillir notre ami et eurodéputé Paul Tang, président de la sous-commission FISC du Parlement européen, mais également Manon François, chercheuse à l'Observatoire fiscal de l'UE, ainsi qu'André Arabe, membre du conseil d'administration d'ETAF et vice-président des affaires internationales de Moclash, notre membre hongrois, et enfin notre modératrice, Élodie Lamère, journaliste à Tax Notes. Mais avant de passer à la table ronde, permettez-moi d'inviter à monter sur scène le chef du bureau de l'ETAF, Michael Schick, qui prononcera un discours liminaire sur les attentes de la profession fiscale et plantera le décor de la discussion qui suivra. Michael, la parole est à toi. Eh bien, merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation et ces mots de bienvenue. Et à nouveau, d'ailleurs, bienvenue à tout le monde. Comme Philippe l'a souligné, 1 an et demi s'est écoulé depuis que nous avons entendu parler pour la première fois de la proposition SAFE et nous sommes en première ligne. Donc, l'après-midi va être intéressant puisqu'on va discuter de cette proposition SAFE. Alors, avant d'entrer dans les détails de nos attentes concernant la proposition SAFE, permettez-moi d'aborder ce sujet dans un contexte plus vaste. Quid du contexte dans lequel s'inscrit la proposition? Quid des objectifs et des intentions de la Commission? En principe, cette proposition SAFE constitue une réponse supplémentaire à un phénomène international qui dépasse de loin les frontières de l'Union européenne et qu'on parle souvent de planification fiscale agressive. Et c'est de cela dont il s'agit. Et de notre point de vue, c'est un point de vue généraliste. Donc, dans un contexte général, nous parlons de construction légale, mais de montages fiscaux qui sont considérés comme indécents parce que c'est une exploitation intelligente des systèmes fiscaux internationaux et des règles fiscales internationales. De nombreuses mesures sont entrées en application au cours des dernières années et actuellement, la Commission vise les professionnels fiscaux dans le cadre de la consultation, de la discussion et dans le cadre de la proposition. On nous qualifie souvent d'intermédiaires fiscaux ou, et c'est pire pour nous, en tant que facilitateurs de planification fiscale agressive. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Selon les informations publiquement disponibles et qui ont été portées à notre connaissance, si la proposition atterrit enfin sur la table, on pourrait résumer en 4-5 gros points. Tout d'abord, une interdiction générale des activités de planification fiscale agressive et une interdiction générale de la mise en place de telles structures de planification fiscale agressive. Quid du champ? Eh bien, ici, nous pensons que c'est un pas dans la bonne direction puisque ça fait partie de nos revendications. Nous savons que ces structures de planification fiscale agressive doivent toujours ou sont toujours liées à un pays non membre de l'UE. Donc, il n'y a que les structures intra-européennes qui devraient
échapper du champ selon la situation actuelle. Et puis, vous vous demandez peut-être si cela impliquera, donc, et si la proposition passe, est-ce qu'il faudra définir la planification fiscale agressive? Eh bien, si c'est le cas, ça sera difficile parce que, en ce qui nous concerne, il y a des éléments ex ante et des éléments ex post, et la Commission a annoncé que ça devrait être une définition claire et utilisable. Utile. Donc, on ne sait pas très bien qu'attendre de la proposition. Ensuite, et cela est déjà connu, il devrait y avoir un registre de l'Union européenne pour les professionnels fiscaux. Le champ sera le même, donc les professionnels fiscaux de l'UE qui offrent des conseils fiscaux en lien avec des pays non membres de l'UE. Et le champ devrait correspondre à cela. Et enfin, on prévoit une vaste palette de sanctions si vous créez une structure d'optimisation fiscale. Sanctions pour l'intermédiaire, mais également sanctions pour le client. Et on prévoit, comme je le disais, un large éventail de sanctions, donc soit des amendes, mais cela pourrait aller jusqu'à l'interdiction ou l'élimination du nom de l'intermédiaire de la liste, c'est-à-dire sa radiation éventuelle de l'enregistrement en tant qu'intermédiaire fiscal. Comme vous le savez, ETAF est la Fédération des conseillers fiscaux réglementés qui respectent rigoureusement la loi, et nous devons fournir des conseils fiscaux qui respectent totalement la loi. Ce sont des professionnels bien formés qui donnent des conseils fiscaux précis et rigoureux. En conséquence, nous pensons qu'en Europe, on ne peut pas mettre tous les conseillers fiscaux dans le même panier. Pour nous, dans les pays où la profession est fortement réglementée, tous les opérateurs concernés, les intermédiaires, les entreprises, l'État, sont déjà en sécurité. Donc, nous pensons ne pas avoir besoin de cette proposition dans ces pays. Et bien sûr, la Commission européenne essaye de trouver des solutions pour les 27 États membres de l'Union européenne, et on le comprend facilement, mais il nous semble que ça reste à voir. Et bien entendu, nous sommes favorables à une réglementation professionnelle assez rigoureuse parce que c'est important pour notre métier et nous jouons un rôle important dans les flux fiscaux qui alimentent les États membres. Alors, plutôt que d'ajouter au fardeau bureaucratique ces professionnels qui sont déjà fortement réglementés ne devraient pas être concernés. On conseillerait plutôt à la Commission de viser les conseillers fiscaux qui ne sont pas réglementés et qui ne sont pas tenus par des cadres juridiques stricts. C'est la raison pour laquelle nous avons invité la Commission à exclure les conseillers fiscaux fortement réglementés du champ de la future directive et de limiter également le champ matériel aux structures complexes dans les pays non-UE. Parce que c'est là que le bas blesse véritablement. Deuxième exigence de l'ETAF, et pour autant qu'on sache, visiblement, la Commission a répondu à nos attentes. Et puis, dernier petit commentaire concernant les points de la directive que j'ai cités. Tout d'abord, la définition de la planification fiscale agressive. Et
Nous serions opposés à une définition englobant la planification fiscale classique, parce qu'une telle planification, c'est vraiment le travail quotidien d'un conseiller fiscal. C'est également une nécessité économique et financière pour de nombreuses entreprises. Donc, on rejetterait une proposition englobant la planification fiscale normale, donc traditionnelle. Et puis, il faut également exclure les praticiens fiscaux. Il faut vraiment que la définition soit claire et pratique. Et pour un professionnel qui travaille avec la loi fiscale tous les jours, la sécurité juridique est essentielle. Il faut que le conseiller fiscal sache ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Sinon, il sera toujours assis en deux chaises, ou plutôt un pied en liberté, un pied déjà en prison. Et une petite remarque supplémentaire concernant le registre européen dont j'ai parlé. Tout d'abord, dans les pays membres d'ETAF, nous avons déjà des registres et nous nous inquiétons parce que nous redoutons, s'il y a un registre européen, qu'il y ait un nivellement par le bas. En outre, ça pourrait également être une carte blanche qui serait donnée aux professionnels fiscaux non réglementés. Ça leur permettrait d'entrer, de pénétrer le marché ou d'acquérir une certaine légitimité en tant que conseiller fiscal réglementé, alors qu'en réalité, ça ne serait pas le cas. Donc, en guise de conclusion, et ensuite, je donnerai la parole aux membres du panel. Donc, en guise de conclusion, disais-je, nous pensons qu'il reste pas mal de choses à faire au niveau international de la fiscalité. Et s'il y a des vides, indésirables dans les régimes fiscaux internationaux, alors, en principe, ce sont les États membres qui doivent résoudre ce problème. Et nous pensons que ces lacunes dans l'alignement des structures fiscales au niveau international ne devraient pas être gérées par les professionnels qui travaillent sur la conformité fiscale et qui aident les entreprises à payer un impôt juste. En ce qui nous concerne, il faut travailler davantage sur ces points, notamment en coordonnant les règles en matière de lutte contre l'abus, conflit d'allocation ou également des audits fiscaux communs. Donc voilà, il s'agissait de mes remarques introductives et maintenant je vous invite à accueillir Manon François, chercheuse à l'Observatoire. Ensuite, André Arabe, qui est conseiller fiscal, membre du conseil d'administration d'ETAF et vice-président des affaires internationales chez Moclaz. Et puis, Élodie Lamère, qui modérera, Benjamin Angel, qui n'est pas là, et Paul Tang, qui est eurodéputé et président de la sous-commission fisc du Parlement européen. Eh bien, merci. Bonjour. Je serai véritablement brève parce que j'aimerais qu'on ait suffisamment de temps pour discuter. Bon, tout d'abord, nous aurons quelques remarques d'introduction qui seront exprimées par les membres du panel. Alors, qui souhaite s'exprimer en premier? Oui, tout d'abord, c'est un véritable plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Je me rappelle le moment où j'ai été présenté à l'ETAF. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je viens d'un pays où peu de choses sont réglementées. C'est un pays très libéral. Et je me suis rendu compte qu'il existe différentes manières d'organiser la profession de conseiller fiscal. Je me suis également rendu compte combien cela peut être important
pour la manière dont le processus fiscal est réalisé, parce que les conseillers fiscaux sont les intermédiaires entre le secteur public et le secteur privé, et ils sont une espèce de passerelle. Et moi qui viens des Pays-Bas, j'étais habitué à ce que les conseillers fiscaux soient considérés comme la profession qui est au service des clients. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je suis très heureux d'être ici. Est-ce que le micro fonctionne? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, oui. Je vous entends parfaitement bien. Alors, je soutiens l'idée de cette proposition SAFE. Je pense que la réglementation, c'est vraiment la marche à suivre pour la profession de conseiller fiscal, parce que nous on ne doit pas viser les conseillers fiscaux qui font bien leur travail au quotidien. On doit se concentrer sur les pommes pourries. Donc, Michael a déjà présenté les différentes composantes de cette proposition et j'invite à faire preuve d'empathie par rapport à la Commission parce que je pense que c'est un grand pas en avant puisque la Commission européenne essaie de se concentrer sur un espèce de mécanisme qui permet l'évitement fiscal et la Commission européenne, parallèlement à cela, essaye de réglementer également la profession de conseiller fiscal. C'est important, mais c'est compliqué parce que l'hétérogénéité entre les pays de l'Union européenne est énorme. Les régimes plus libéraux se trouvent généralement dans des pays qu'on qualifie souvent de paradis fiscal, tels que le Luxembourg, les Pays-Bas, etc. On est habitué un peu à ce vocabulaire dans nos différents pays. Donc, on peut s'attendre également à de fortes résistances et réticences dans ces pays. Donc, comme on l'a entendu, la directive est bloquée. Elle est soutenue par 2 pays, le Danemark et les Pays-Bas. Donc, ça montre que les Pays-Bas changent, en tout cas dans leur état d'esprit. Mais on a besoin de soutien et c'est ça que devra faire la Commission. Et ce sera compliqué. Et nous, on est impatients, moi je suis impatient, etc. Mais la Commission a besoin de temps pour dépasser ces difficultés techniques et c'est inhérent à l'Union européenne parce qu'il faut toujours définir ce qu'il y a à faire, trouver une bonne solution pour tous les pays. Il faut également trouver l'appui politique. Et personnellement, je me félicite de cette proposition, mais il faut la présenter avec prudence pour qu'elle ait véritablement une chance. Voilà, c'est ce que j'avais à dire en guise d'introduction. Eh bien, merci. Andrea, est-ce que vous pouvez poursuivre? Oui, merci beaucoup. Très heureuse de pouvoir partager les réflexions d'ETAF et je suis tout à fait d'accord avec ce que Philippe et Michael ont dit concernant le contenu éventuel de cette directive parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas véritablement les détails de cette proposition. Ça aurait été plus facile d'être informé. Et si on prend le titre de la proposition, donc on parle de facilitateur qui facilite l'évitement fiscal. Et dans notre document de prise de position, nous avons déjà souligné cet élément. Mais Paul, je suis d'accord avec vous. Il est bon que les mentalités changent et que les choses évoluent dans le bon sens. Toutefois, il ne faut pas oublier que les paradis fiscaux et la planification fiscale agressive représentent une perte énorme de fonds et de financement pour les gouvernements.
et il ne faut pas l'oublier parce que c'est important pour les contribuables également. D'autre part, comme on l'a déjà entendu, on doit se concentrer sur un segment bien ciblé de la profession. En d'autres termes, la directive devrait être une directive ciblée et nous pensons que les métiers réglementés, représentés par ETAF notamment, représentent des professions qui protègent les clients, les consommateurs en d'autres termes, et en ce faisant, ils évitent l'évitement fiscal, c'est le cas de le dire. Et donc, nous ne devrions pas être au cœur de la directive puisqu'elle vise les facilitateurs de l'évasion fiscale. Et je pense qu'il est essentiel de définir la planification fiscale agressive. Et l'année dernière, je me rappelle qu'on ne parle pas de planification fiscale agressive, mais on parlait d'évitement fiscal agressif. Donc, on voit qu'on doit être très prudent et établir une distinction claire entre l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive, c'est-à-dire trancher entre ce qui est légal et illégal. Donc, la définition est importante et puis on pourra entrer dans les détails. Alors, en ce qui concerne le registre européen, un registre numérique, il est clair que pour nous, le registre devrait se concentrer sur les professions fiscales européennes non réglementées et sur les intermédiaires fiscaux. Et j'aimerais également souligner un message très important. Il ne faut pas trop réglementer. Il faut améliorer la qualité de la réglementation. C'est ça qui est essentiel parce qu'il y a tellement de textes de loi, tellement de législation, c'est un véritable fardeau, une charge pour les professionnels et les contribuables devraient y réfléchir. Il faut des législations mesurées, raisonnables. Il faut également éliminer les vides, les lacunes, parce que tout part généralement des lacunes et des vides juridiques. Et ce qu'on entendra, et on parlera peut-être de solutions, il ne faut pas oublier que les échanges d'informations entre les pays sont essentiels et on devrait analyser comment rendre ces échanges plus efficaces. Il faudrait également réfléchir à l'administration fiscale, les administrations fiscales qui devraient mieux collaborer entre elles. Donc, c'est un autre élément sur lequel on devra se pencher. Et enfin, et c'est probablement un de nos messages principaux, nous pensons que dans la réglementation des professions, il nous faut des normes minimales harmonisées, parce que des normes minimales, c'est mieux que de trop cibler dans une approche générale. Merci. Je vais parler au nom des experts en données et ce que la recherche nous a dit à propos de ce qui se passe dans le cadre de ce qu'on appelle la planification fiscale agressive, en espérant qu'on utilise le bon terme. Il y a 3 acteurs qu'on retrouve toujours dans ce genre de projets d'évitement fiscal agressif, les paradis fiscaux, l'opacité totale et les capaciteurs, ceux qui permettent. Il faut qu'on discute également de ceux qui permettent, les capaciteurs. Et il faut que l'on prenne à bras-le-corps ces 3 aspects-là. Nous avons déjà la liste des paradis fiscaux, fluides peut-être, mais ils existent. Donc c'est la première chose qu'on doit aborder. Puis, la manière dont on a l'opacité et le système mis en place pour combattre cette opacité via l'échange entre les États membres. Il faut également s'attaquer aux facilitateurs et s'attaquer aux pratiques style entreprise Shell. Et ce serait un bon pas en avant et on s'attend à ce que les directives en question aient un impact sur ces différents aspects.
Donc, les intermédiaires, par exemple, doivent déjà signaler le type de régime mis en place pour la planification fiscale, mais ça ne suffit pas. Pour l'instant, il n'y a pas de sanctions, donc ce n'est pas une véritable réglementation en tant que telle, faute de sanctions. Et il y a encore pas mal de pratiques qui ne peuvent pas être, qui peuvent être taxées comme agressives et dont le seul but n'est pas de réduire la charge fiscale. Et nous soutenons également, en tout cas du côté de l'Observatoire fiscal, mais il y en a d'autres qui le font dans le monde de l'économie. On veut soutenir SAFE. Pourquoi? Eh bien, parce que nous pensons que SAFE permettrait d'avoir un cadre plus cohérent pour les facilitateurs, même si on n'a pas les mesures, si on n'a pas les bonnes mesures dans la proposition. Ce qui manque toujours, c'est les preuves pour garantir que ces mesures seront suffisantes. Il se peut que je n'ai pas toutes les informations dont j'aurais besoin sur les conseillers fiscaux, donc je vais éviter de dire trop de bêtises, mais on observe également que les conseillers fiscaux ont un rôle important à jouer, donc une réglementation pourrait être très utile et le principal serait d'avoir une bonne définition de la planification fiscale agressive. Quelle est sa portée? Comment on la définit? Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas et on n'a pas encore le même point de vue, d'où l'intérêt de ce genre de discussion. Merci. J'espère que mon micro fonctionne. La définition de planification fiscale agressive que vous avez mentionnée, j'ai vérifié. Et en 2012, la Commission a sorti une première définition de la planification fiscale dans le cadre d'une recommandation à l'époque. Prendre avantage des problèmes techniques du système fiscal ou des déséquilibres entre deux systèmes fiscaux dans le but de réduire la fiabilité fiscale. Donc voilà la définition de l'époque. Et je vais me tourner vers Paul Tang parce que la semaine passée, vous étiez au Royaume-Uni pour une mission de la commission fisc. Et à cette occasion, vous avez vu comment ils réglementent leurs intermédiaires fiscaux et leur définition de planification fiscale agressive. Oui, apprendre, c'est un grand mot. J'ai le sentiment en tout cas qu'ils sont confrontés au même problème que sur le continent européen quand il s'agit de réglementer ces facilitateurs. Je crois que nous sommes confrontés à la même difficulté. Il faut définir le concept d'évitement fiscal, mais parfois c'est une zone grise. Donc je ne sais ce que j'attends de cette législation fiscale, ce n'est pas tant. Bon, on a besoin d'un mécanisme disciplinaire, bien sûr, pour veiller à ce que on se débarrasse des pommes pourries. Mais dans le même temps, j'espère que cette législation permettra une discussion dans les organisations des conseillers fiscaux. Donc, est-ce que vous avez déjà des discussions internes sur ce qui est fait, ce qui n'est pas fait? J'espère, mais c'est ainsi que ça devrait être. Et cette législation permettra d'inscrire cette discussion, parce que pour l'instant, ça concerne la partie réglementée et non réglementée. Et il faudra veiller à ce que la discussion interne se fasse sur une base claire, parce que pour l'instant, ce n'est pas toujours clair ce qu'on entend par agressif, par pas agressif, ce qui pose préjudice, ce qui ne porte pas préjudice. Voilà la discussion qui s'impose. Donc, bien sûr, vous avez besoin de mécanismes disciplinaires externes, mais vous avez également besoin d'une discussion en interne. Et ça devrait déjà fonctionner. Ma carrière politique a commencé lors de la crise financière, pourrait-on dire. Et depuis lors, on a constaté dans le secteur bancaire pas mal d'initiatives variées et diverses qui ont permis également de susciter un débat au sein même du monde des banques. Donc voilà ce qui est nécessaire, c'est une discussion au sein de ce genre d'organisation. Et j'ajouterai une chose qui était intéressante lors de
la discussion. C'était une discussion avec Martin Hutch, qui est membre du Parlement, qui discutait d'une loi sur les droits économiques. Il y avait un amendement entre les partis, donc commun aux travaillistes et aux conservateurs, disant que pour la manière de prévenir un crime économique, c'est également un crime économique. C'est intéressant de constater cela. Il faudrait peut-être y réfléchir également dans le contexte européen. Si vous essayez d'ignorer ce qui se passe, c'est également un crime. Ignorer un crime, c'est un crime. Bon, je m'inquiète un petit peu parce que la commission britannique est également, j'essaie de ne pas mal lire ce que j'ai lu, c'est que l'évitement fiscal, donc c'est de courber les règles pour avoir un avantage fiscal que le Parlement n'a jamais voulu. Et toute cette notion de ce que le Parlement n'a jamais voulu, c'est quelque chose qui est important pour les conseillers fiscaux. Andrea? Oui, c'est possible. Mais j'aimerais, moi, revenir à la définition que vous avez citée. Oui, parce que là, on parle du Royaume-Uni, donc un système de réglementation anglo-saxon. Nous suivons le code continental. Donc, j'établirais une distinction à ce niveau-là. Il faut utiliser les définitions qui nous sont utiles. Mais la portée également de la définition n'est pas la même. SAFE se concentre sur, pour autant je le comprenne, sur la direction à prendre, qui est bonne pour empêcher les facilitateurs. Mais oui, en effet, il faut se concentrer sur ces facilitateurs et c'est possible si des pertes fiscales sont possibles du côté de l'État. Et peut-être faudrait-il revenir sur ce fait-là. Et la profession des conseillers fiscaux suit déjà un code de conduite très strict, des règles très strictes, des réglementations très strictes. Ce sont déjà, disons, du bon côté de la barrière, en quelque sorte. Et ce qui permettent l'évitement fiscal et l'évasion fiscale, ce sont ceux qui ne sont pas totalement réglementés. Et c'est à ce niveau-là, c'est cela que la Commission devrait cibler dans sa solution. Parce que si l'approche reste générale, dans ce cas-là, l'impact risque d'être amoindri que si on avait un objectif plus ciblé. Vous avez parlé de la recommandation européenne, la recommandation de la Commission européenne. Au point 4.2, ils utilisent le terme accord artificiel ou arrangement artificiel. Ils parlent de substance économique. Donc, pour créer une substance économique qui se retrouve également dans la directive HL. Et on y donne la liste de ce qui relève de ces substances économiques et des indicateurs de substances économiques. Peut-être ça pourrait être une bonne base. Et on y dit qu'il est peut-être préférable d'avoir une liste d'arrangements fiscaux à définir, bien sûr, qui pourrait être considérée comme une planification agressive. Ça serait plus simple parce qu'une définition. Donc, mais c'est ce qui est dans Taxis, non? Pas totalement, pas complètement. Taxis est un mécanisme de rapport. Et là, je parle de l'enregistrement, d'une inscription, ce qui est différent. Je ne vais pas entrer dans les secrets. Mais il est important de signaler dans le Taxis les professionnels et le contribuable. Donc, ce n'est pas totalement le même. Mais c'est important d'avoir, en tout cas, quoi qu'il en soit, une bonne définition. J'ai un mot. J'ai une question. Avant cela, je donne la parole à Manon, qui va nous dire ce qu'elle pense de ce que pourrait être une définition robuste de la planification fiscale agressive. Donc, la planification fiscale agressive, c'est cette zone grise entre ce qui est normal, une planification fiscale normale et l'évasion fiscale. C'est un petit peu au milieu. C'est ce que vous disiez à propos du Royaume-Uni, des règles qui n'étaient pas prévues de cette manière-là, qui n'étaient pas censées aider les entreprises à éviter les impôts, mais ce sont des règles
qu'on peut utiliser. On peut utiliser des échappatoires pour donner un avantage à certaines entreprises. Si une pratique est censée viser l'évitement fiscal, pour moi, c'est de la planification fiscale agressive. Des régimes qui n'ont pas de substance et qui sont visés par les entreprises Shell devraient également être considérés comme de la planification fiscale agressive. Ce que l'on voit, par exemple, il y a des centaines et des centaines de sociétés dans une même rue, sans le moindre travailleur. Simplement, ce sont des bâtiments. On ne peut pas dire que le but est d'avoir des activités économiques. Non, c'est parce que vous avez un incitant qui vous a poussé à localiser votre entreprise dans cette rue-là, même si elle ne fait rien. Et vous avez un incitant fiscal. Ça, c'est de la planification fiscale agressive. Donc, il faut également utiliser le terme société écran. Mais la substance, c'est également un argument important pour définir la planification fiscale agressive. Et l'objectif d'utiliser un régime spécifique dans un but précis. Parce que, est-ce que c'est parce que votre activité en a besoin, l'exige, ou parce que vous voulez réduire votre base fiscale? À ce propos, la Cour limite ce qu'on peut faire. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait une directive qui n'était pas fiscale, une directive sur les fusions transfrontalières et le transfert de capitaux. Et quand vous examinez bien cette directive, en fait, c'est pour éviter les relocalisations pour des buts purement fiscaux. Et les États avaient été limités parce qu'il y a un arrêt, Paul Pett. Et dans cet arrêt, c'est une entreprise qui voulait s'installer au Luxembourg pour des raisons fiscales et sociales. Et la Cour a dit que avoir son siège central d'une entreprise dans un pays juste pour bénéficier d'une législation plus favorable, ce n'est pas un abus fiscal. Donc ici, est-ce qu'on met l'accent sur tout le côté artificiel de la décision? J'aimerais revenir sur vous, parce que vous avez parlé de la portée de la directive, et je me souviens que l'année passée, la Commission avait dit qu'elle allait cibler les mauvaises pommes, les pommes pourries. Est-ce que d'après vous, la Commission devrait simplement viser les facilitateurs non réglementés? Oui, très bonne question, en effet. Et nous pensons que l'objectif devrait être les non réglementés et les fournisseurs de services fiscaux. Moi, je n'utilise pas le terme de professionnels fiscaux, mais fournisseurs de services fiscaux qui ne sont pas réglementés et les intermédiaires de pays tiers. Bon, la question, c'est comment mettre ces gens-là sous le chapeau d'une directive européenne, je ne sais pas, mais la Commission devrait y réfléchir. Et moi, je dirais, c'est assez simple, on doit mettre l'accent seulement sur les acteurs non réglementés, donc les fournisseurs de services fiscaux non réglementés, les intermédiaires. Si on y réfléchit à deux fois, les pays européens, il y a déjà un niveau assez élevé de recommandations, de code de conduite, de sanctions, de législation, pas mal de choses que les professionnels doivent respecter. Donc déjà, ils sont sur un marché réglementé et ils seront sanctionnés si pareilles activités sont menées. Donc cela ne peut être réalisé que dans le cas où il n'y a pas de réglementation, où il y a une partie prenante qui n'est pas réglementée. Et donc, ce que l'on dit, on comprend parfaitement que c'est une manière d'aborder les choses, mais la meilleure manière d'approcher la chose, c'est d'avoir un compromis minimal entre les pays européens, donc une norme minimale, en ne commençant pas par le maximum, mais par le minimum, une norme minimale, un code de conduite, des sanctions, des réglementations, et ensuite,
cela permettrait déjà de montrer la voie des pays européens. Et ce qui est important, à mon avis également, c'est qu'on ne doit pas immédiatement surréglementer ou exagérer dans les réglementations. On doit réglementer seulement jusqu'où c'est nécessaire, et ça serait plus efficace que de surréglementer. Toujours à propos de la portée, la distinction entre réglementé et non réglementé du point de vue fiscal. Et d'après tout ce que vous avez fait sur l'évitement fiscal, est-ce que vous pouvez nous dire qui ne pas oublier dans la portée de cette directive? Bon, je comprends qu'ETAF ne veut pas trop réglementer ou veut que la réglementation ne s'applique qu'à ceux qui ne sont pas encore réglementés. Je comprends. Mais si vous voulez établir une distinction entre les bons et les mauvais, vous devez réglementer les bonnes pommes avant de réglementer les pommes pourries. Peut-être peut-on adoucir les choses pour les pays qui sont déjà réglementés, mais même si vous êtes réglementé, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de pommes pourries chez vous. C'est un peu comme si vous disiez que dès qu'on est membre de l'Union européenne, on respecte la règle du droit, alors qu'on en discute au niveau de l'Union européenne. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il en va de même des professionnels fiscaux. On ne doit pas présumer que parce que vous êtes réglementé, qu'automatiquement, vous n'êtes pas, il n'y a aucune pomme pourrie. Donc, du point de vue de la Commission européenne, et vous devez atteindre ces pays qui n'ont pas encore réglementé et dans les pays réglementés, les aspects qui ne sont pas encore réglementés. Donc, adoucir les choses pour ceux qui sont déjà réglementés, bien sûr. Mais il faut arriver néanmoins à une portée globale pour réaliser l'objectif visé, qui est de se débarrasser des pommes pourries. Vous avez raison d'une certaine manière. Mais si on prend cette direction-là, alors certains pays pourraient dire que la directive SAFE va leur donner une bonne base de réglementation. Mais ce n'est pas le but. La directive ne vise pas une réglementation minimale des intermédiaires fiscaux, mais la directive vise à fixer un nouveau registre, que ce soit volontaire ou pas, sur lequel on peut s'inscrire, et tout le monde peut s'y inscrire, pour autant que vous donnez des conseils fiscaux dans un pays tiers, ce qui signifie que ces professionnels-là, qui sont déjà inscrits dans leurs pays nationaux, ils devront solliciter une nouvelle inscription dans un nouveau registre. Et si vous êtes non réglementé, si vous n'êtes pas inscrit, pas enregistré nulle part, si vous ne respectez aucun code de conduite, il suffit de se mettre volontaire, s'inscrire volontairement sur le registre européen, ça donnerait le feu vert. Et du coup, vous pouvez offrir des services fiscaux. Mais ce n'est pas la bonne façon d'agir. Attends, j'essaie de comprendre. Je ne pense pas que la réglementation va simplement prévoir une simple inscription. Il y aura également une réglementation. Donc, il y aura des critères à respecter pour s'enregistrer. Si c'était un simple enregistrement, bon, ça n'aura aucun sens. C'est vrai, mais ce n'est pas du tout la proposition de la Commission. On a besoin d'un système de registre pour commencer la réglementation. Ça paraît logique. Oui, bonne nouvelle alors. Mais c'est nouveau, hein. J'avais jamais entendu cela. Et ça serait idéal, en effet. Et ça serait une bonne manière d'agir. Intervention sans micro de la salle, désolé. On a discuté de l'enregistrement, mais également... Donc, non, là, on parle de la partie de réglementation. C'est rien de nouveau, là, hein? Donc, moi, je dirais plutôt il s'agit de la consultation publique. C'est tout ce qu'on sait, la consultation publique. On n'a pas d'autres informations. Et d'après la consultation publique, elle cible une approche générale. Toutes les professionnels fiscaux qui offrent des services fiscaux dans un pays tiers à un contribuable européen. Mais c'est un registre sur les services fiscaux. Ce n'est pas une réglementation minimale pour les professionnels fiscaux. Ce qui a été dit publiquement, c'est qu'il y aurait une liste blanche
Et si une entreprise est inscrite et si l'administration fiscale remarque qu'il y a pas mal de il utilise pas mal de revenus, il peut enlever l'intermédiaire fiscal. Et si un client européen décide de choisir un intermédiaire non réglementé, il peut y avoir une sanction. Mais on n'a pas plus d'informations, oui. Vous avez raison à propos de cette liste blanche. Mais ça, c'est le registre de tout le monde. Et ça, c'est l'obligation fiscale des professionnels qui, outre le registre national, devront également s'inscrire au niveau européen. Ce qui est central, c'est que ces gens-là figureront dans la liste qui ne devraient pas figurer dans la liste. Oui, mais avant de commencer un registre, vous devez identifier d'abord qui vous voulez réglementer. Ça paraît logique, c'est un enregistrement. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a en commun d'ailleurs. Bon, il y a des professionnels à différents pays qui sont déjà réglementés. Mais tout commence par un registre. Et la réglementation, et établir une liste avec des mécanismes disciplinaires. Et la discussion, c'est quelles sont les normes de qualité qui vont être liées à ce registre. Et c'est ça dont on discute. Et c'est là où on est un peu encore dans le sombre, dans le noir, dans le gris. Là, la Commission elle continue à discuter de ce qu'est l'évitement fiscal et ce qui n'est pas l'évitement fiscal. C'est une question difficile pour nous. Et c'est une question qui sera difficile à trancher dans un texte juridique, bien sûr. Et vous avez raison. Mais imaginez, si l'on parle de la réglementation de cette profession, est-ce que ça ne signifie pas plus que réglementer uniquement dans le but d'éviter l'évitement fiscal? La réglementation, c'est autre chose. C'est également fixer des normes de qualité, code de profession dans chaque État membre pour aider le client et pour aider l'intérêt du client. Et ce n'est pas le premier objectif. Ton premier objectif n'est pas l'évitement fiscal. Oui. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur la portée? Oui, merci. Je suis d'accord avec les deux. Quand vous dites que c'est une minorité, bien sûr, de facilitateurs, et j'utilise le terme dans le sens très large, enablers en anglais, qui posent problème. Mais certains posent énormément de problèmes. Il y a eu des preuves récentes. Voyez ce qui s'est passé avec PricewaterhouseCoopers en Australie, où il y avait des preuves, le dossier Rodenberg, qui montraient que des facilitateurs étaient là, avaient été engagés uniquement pour aider des clients à éviter les taxes de manière légale et un peu moins légale. Donc pour cela, on a besoin de quelque chose. Et les conseillers fiscaux, les activités de conseils fiscaux, c'est quelque chose de très concentré. Il y a quelques entreprises qui dominent le marché et qui ont beaucoup de pouvoir et qui conseillent les entreprises et les gouvernements. Donc on doit s'occuper de ces activités-là, ces activités qui sont dans la zone grise. Et j'établis une distinction entre enregistrer certains des professionnels fiscaux avec des incitants qui les pousseraient à entrer dans cette catégorie-ci ou cela. Je suis d'accord avec Paul Tang quand il dit que si on élargit la chose dans un premier temps, ça permet de lancer le processus de réglementation qui est nécessaire, d'après nous. Et je pense également que le fait qu'on veut se concentrer sur les conseillers fiscaux européens, ça ne suffit pas, parce que dans ce cas-là, vous pouvez également solliciter des services en dehors de l'Union européenne. N'importe qui aura un lien avec l'Union européenne. Je ne sais pas, je ne connais pas la portée exacte. Mais là, il ne s'agit pas seulement des conseillers fiscaux européens qui devraient tomber sur la portée, mais n'importe qui pourrait avoir un lien avec l'Union européenne. Donc, et je ne sais pas si l'Union européenne pourrait mettre cela en œuvre de manière légale. En tout cas, ce serait bien qu'on ait la plus large portée possible
pour éviter tout incitant négatif, disons. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. J'aimerais dire que ce serait une réglementation de plus grande qualité, même si c'est minimal. Et ça permettrait d'éviter plus d'évitement fiscal et ce serait plus simple d'aller de l'avant. Donc ma reproche par rapport à la directive, c'est que vous commencez par la réglementation de la qualité. Je ne sais pas si vous connaissez les différences entre les pays, mais il y a des pays où il n'y a pas de réglementation. C'est un service libéral. Et si on prend l'interprétation du réglementant fiscal, ce n'est pas simple non plus. Là, le but est d'aider les clients et de servir ses meilleurs intérêts. Ça, c'est crucial. Et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, où va-t-on? Ça risque de causer des pertes fiscales massives. Mais quelle serait une alternative à la directive SAFE? Tout d'abord, viser une bonne réglementation minimale et qui devrait également définir ce que devraient être les normes minimales. Et dans ce cas-là, les pays pourraient vérifier. Et je suis certain que beaucoup d'États membres qui ont des associations et des chambres qui seraient tout à fait satisfaits d'avoir ce type de normes minimales. Mais ce qu'on n'a pas, c'est une liste des arrangements fiscaux qui pourraient être définis comme étant agressifs. Et ça, c'est également très important. Je pose la question. D'où viennent ces arrangements artificiels? Qui va décider ce qu'est un arrangement artificiel? Parce que je ne crois pas que c'est la Commission européenne qui a inventé cela. Ça devrait venir plutôt de cas concrets, d'exemples concrets. Par exemple, si les différentes administrations fiscales dans les États membres, chacun a des cas, des exemples. Et si s'il y a des décisions contraignantes, dans ce cas-là, ils peuvent fournir une bonne base pour la définition des arrangements artificiels. Donc la question, c'est d'où viendra cette liste d'arrangements? Et le jalon Taxis, c'est une bonne indication d'un programme ou d'un régime agressif. Donc on l'a déjà, en quelque sorte. Oui, et toujours à ce sujet, puisque j'ai demandé des chiffres sur la manière de dénoncer ou de faire rapport. Entre 2018 et 2022, il y avait 30 000 dénonciations. En 2021, 15 000. Et en 2022, seulement 2 000. Oui, mais vous oubliez quelque chose. Les professionnels ont du mal à déterminer ce que l'on peut qualifier comme structure fiscale ou planification fiscale agressive. Ça s'applique aux professionnels parfois, oui, parfois aussi. OK, Monsieur Tang, une alternative, s'il y en a. Mais pourquoi aurait-on besoin d'une alternative? Poursuivons la discussion. Je pense que c'est une bonne discussion. Et ça serait bien d'avoir une réglementation mesurée qui est parfois plus contraignante, parfois moins. Et je pense que c'est vraiment la marche à suivre. Et je travaille également sur l'autre paquet de mesures. Et lorsqu'on prend les secteurs non financiers et les organisations qui s'auto-organisent, par exemple les notaires, etc. Je pense que cela fait partie d'une tendance plus large. Et en ce qui me concerne, ce n'est pas nécessairement une voie alternative. Mais bien sûr, on peut discuter d'une meilleure application de toutes ces mesures.
Oui, et j'aimerais également parler de la base légale, parce que dans la consultation ouverte, on disait que la codécision pourrait peut-être s'appliquer. Et j'ai cherché l'avis du Conseil de 2016. Donc, c'était un rapport pays par pays disponible pour le public. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était une espèce de réexamen d'une autre directive et certains États membres disaient qu'étant donné l'objectif politique était la lutte contre l'évitement fiscal, eh bien, c'est un dossier fiscal. Et le juriste conseil a dit que c'était un dossier juridique, le Parlement fiscal, pardon, et le Parlement disait que non. Et ce que l'on peut tirer de cet avis du Conseil, cet avis juridique du Conseil, c'est que la Commission aurait dû justifier par la protection de l'intérêt public et que cela nécessitait une coordination des mesures. Et je ne suis pas claire en lisant mes notes, je m'en rends compte et je m'en excuse. Et le service juridique de la Commission dit qu'il faut dire qu'on œuvre en faveur de l'intérêt public pour ne pas que le dossier soit considéré comme un dossier fiscal. Et je trouvais que c'était intéressant. Je ne suis pas certaine que la Commission osera présenter un autre dossier fiscal. Mais ça serait bon, ce serait une bonne chose que le Parlement européen soit co-législateur. Mais peut-être qu'on craint que la Commission ira plus loin. Non, je ne pense pas qu'on doit craindre cela parce que le Parlement peut ajouter quelques réflexions tout à fait utiles, comme il l'a déjà fait, notamment dans la directive ANCHA, où on trouve quelques considérations très intéressantes. On verra à quoi cela va ressembler en novembre. Mais comment dire? Nous sommes plus réalistes. Pour l'instant, il n'y a pas de vote à la majorité qualifiée pour toutes les matières fiscales, et c'est une matière fiscale. Et c'est l'article 115 qui stipule cela. Oui, en effet, la Commission envisage un accord. Donc, je comprends pourquoi on procède de la sorte d'un point de vue politique, mais pas d'un point de vue stratégique. On pourrait peut-être négocier les deux en parallèle. Oui, je suis un peu sceptique par rapport à cela, parce que je ne connais pas le but du travail juridique ou ce que entraîne le travail juridique de la Commission. Et puis, est-ce que le Conseil, si on dépose un autre dossier, ne se montrera pas réticent également? En tout cas, j'espère. Donc, on voit qu'il y a une incertitude dans cette salle. Donc, on pourrait peut-être laisser avancer le dossier et puis poursuivre la discussion plutôt que de discuter des hypothèses ou de faire des supputations. Et je ne suis pas certain que la Commission va présenter un autre dossier de ce style-là dans les 5 ans qui viennent. Oui, et pour nous non plus. Donc, nous pensons que ANCHA pourrait être adopté et peut-être qu'il y aura une version révisée et amendée par la suite. Oui, est-ce que je peux toujours parler d'une meilleure solution? Est-ce que je peux toujours... Oui, vous pouvez poursuivre avant qu'on ouvre la discussion publique. Il ne faut pas surcharger les professions réglementées. Ça, c'est le grand message. Et puis, il faut également combler les vides dans la législation.
Ça, c'est vraiment mon deuxième grand message, notamment pour renforcer la crédibilité des intermédiaires. Parce que comment peuvent-ils travailler s'ils ne peuvent pas compter sur la législation? Donc, il faut qu'il y ait une crédibilité dans le système. Et parfois, il faut peut-être marquer un temps d'arrêt, mesurer l'efficacité des mesures avant d'envisager une amélioration. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Lorsque vous dites ne ciblez pas les professions réglementées, mais l'évitement fiscal est parfois légal. Non, mais ici, le texte vise les planifications illégales, notamment toutes les structures et les montages artificiels. C'est pour ça qu'il est important de distinguer ce qui est délictueux et ce qui ne l'est pas. Oui, mais ici, la Commission vise la zone grise. La planification fiscale agressive est en effet une zone grise entre ce qui est légal et ce qui n'est pas. Mais je pense qu'il faudrait cibler ce qui est délictuel. Donc, c'est cela qu'on doit interdire. Mais je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, je suis d'accord. Tout d'abord, on devrait essayer de combler les vides parce que si les conseillers fiscaux utilisent ces vides, eh bien, si on les comble, ils n'auront plus rien à utiliser. Autre problématique, certains vides ne sont pas intentionnels. Il y a parfois des États membres qui mettent en place des politiques qui visent à attirer des activités, mais parfois, ce n'est pas le cas. Alors, en ce qui concerne la liste de dispositions dont nous aurions besoin pour savoir ce qui est considéré comme planification fiscale agressive, il faut savoir qui doit dénoncer. Est-ce que c'est l'administration fiscale? Bon, généralement, l'administration fiscale ne sait même pas où chercher. Elle dispose d'informations, de données, parce que maintenant, nous avons des rapports pays par pays. On a l'échange automatique d'informations, mais soit parfois ils n'ont pas les ressources humaines ou alors ils manquent de pratique parce qu'ils ne sont pas des praticiens fiscaux et ça leur demande du temps d'essayer de comprendre ce qui se passe et lorsqu'ils comprennent, c'est trop tard parce que tout ça se déroule depuis déjà quelques années, puis c'est trop tard et puis on a trouvé une autre solution. Il y a toutes sortes de nouveaux montages qui apparaissent. Donc, c'est mieux que la dénonciation vienne des professionnels fiscaux, mais on a besoin d'incitants pour qu'ils dévoilent les informations nécessaires. Il y a déjà des mesures prévues, mais sont-elles suffisantes pour couvrir tous les montages ciblés? Et puis, on peut utiliser la liste des paradis fiscaux, puisque on discute de l'inscription des pays de l'UE sur cette liste, ou alors on pourrait établir une liste plus correcte en s'inspirant d'informations plus fiables, ou quels sont les pays qui accueillent les activités les plus artificielles des multinationales. Donc, voilà. Ça pourrait être des mesures complémentaires à SAFE, parce que je pense que SAFE est vraiment nécessaire. Oui, très rapidement, comme j'ai le micro, vous dites que ce sont les professionnels qui doivent intervenir et dénoncer, mais lesquels? Les réglementés ou les non réglementés? Et oui, c'est un de mes questionnements, un de mes points d'interrogation concernant cette proposition. Comment est-ce qu'on va appliquer cela?
même par rapport aux intermédiaires qui se trouvent dans les États tiers. Oui, en fait, pour le moment, la Commission n'a pas véritablement d'armes pour appliquer ces règles dans les pays tiers. Même les échanges sont déjà difficiles, mais peut-être que les sanctions peuvent servir. Mais si l'enregistrement est volontaire et si quelqu'un autorise les intermédiaires à mener des activités fiscales, notamment de conseiller fiscal. Parfois, ce sont des contribuables de l'UE ou alors c'est une branche ou une filiale. Oui. Eh bien, une possibilité serait de passer directement par l'entreprise multinationale en leur demandant des informations supplémentaires sur leurs activités, mais ça ne sera pas suffisant parce qu'on peut agréger des tas de données au niveau du pays, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations qui sont perdues. Donc, finalement, ça risque d'être compliqué de pointer ce qui se passe et on pourrait avoir moins d'informations parce que souvent, on a des structures très complexes qui sont impliquées dans ces montages fiscaux agressifs et on peut perdre beaucoup d'informations parce qu'on ne sait pas où va quoi. Il y a cette opacité et on pourrait avoir plus d'informations sur la structure de la firme ou sa restructuration, sur le pourquoi on mène cette activité et les informations devraient rendre plus facilement disponibles, notamment via des tiers, grâce à la recherche notamment, pour qu'on collabore mieux avec les autorités fiscales et qu'on les aide à comprendre les différents montages, les différents mécanismes. Donc, passer par les multinationales, c'est une solution et on pourrait élargir le champ des rapports pays par pays. Ce serait une manière de contourner ce mécanisme d'incitant aux contribuables qui seraient amenés à dénoncer ces montages. Ce que j'ai appris au Royaume-Uni, c'est le rôle du réglementeur et l'argument également universitaire, l'argument des académiciens. Donc, le réglementaire peut également jouer un rôle pour identifier les pratiques fiscales qui sont gênantes. Mais malheureusement, ils n'avaient pas l'incitant. Ils n'ont pas les ressources. Ils n'ont pas les incitants, surtout. Donc, les quelques actions, il n'y a que quelques actions qui sont proposées par l'administration fiscale, mais ils peuvent jouer un rôle quand même. Et quand un praticien fiscal propose un régime, oui, mais d'accord, mais il faut voir ce qu'il en est. Il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions, levez la main et n'oubliez pas de vous présenter et dire également à qui vous adressez votre question. Je présume qu'il y a un micro-baladeur. Anna Webb, la Chambre autrichienne des conseillers fiscaux et des comptables. J'aimerais revenir sur la question du registre ou réglementation. C'est un peu une discussion sur la poule et l'œuf. Qu'est-ce que la Commission a à l'esprit comme exigence minimale pour pouvoir s'inscrire dans ce registre et dans la liste blanche? Par exemple, quelle serait l'exigence minimale en matière notamment de qualification, de compétences, avant de pouvoir s'inscrire? On ne sait pas encore.
D'où la confusion dans le débat. On aimerait bien le savoir, mais on ne le sait pas encore. Est-ce qu'il y a une réflexion qui va dans ce sens-là, dans cette direction? Est-ce qu'on doit en parler avec la Commission? Moi, ce que je disais, c'est qu'il faut commencer par une réglementation, un enregistrement, une inscription pour commencer par la réglementation. Tout est en discussion au niveau de la Commission. Et deuxième question, les régimes ETP qui ont été mentionnés et la liste qui est établie, ça me rappelle plutôt un système de jurisprudence. En Europe continentale, on n'a pas encore de système de jurisprudence de ce type. C'était plus une remarque qu'une question. Thank you. I'm Bart van Quelle from Belgium here, from and president of the Institute of Tax Advisors and Accountants in Belgium. Président de l'Institut des comptables et des conseillers en Belgique. Ma question sur les pommes pourries dont vous avez parlé. Je suis tout à fait d'accord. Il faut se débarrasser des pommes pourries. Je ne parle pas de professions, mais des communautés de pommes pourries. Mais il y a des secteurs qui sont totalement professionnalisés. Donc, est-ce que vous avez mené une étude qui peut prouver que notre profession, qui est organisée, en Belgique notamment, parce qu'en tout cas, je ne peux parler que de la Belgique, mais je crois que... Et j'ai pas mal de contacts, hein, et je peux vous dire que les pommes pourries, elles sont sorties, elles sont expulsées de notre profession. Dès qu'on est informé par l'administration fiscale, on fait notre boulot et on les exclut. Donc pourquoi ne faites-vous pas confiance à notre profession? Une profession qui est organisée par la loi. Est-ce qu'on ne vous fait confiance, c'est ça? Non, parce que vous ne faites pas confiance. Parce que là, vous avez sur la liste des gens, des gens qui ne sont pas sur la même base juridique que d'autres. En tant que profession, on est censé s'occuper de la lutte contre le blanchiment d'argent. On doit faire ceci, cela, ceci. Il y a pas mal d'obligations qui nous sont imposées. Et là, tout à coup, vous sortez une liste vertueuse de gens qui auraient la même possibilité, les mêmes possibilités que nous. Et là, il y a un chaînon manquant. Hein? Ce qui manque dans cette discussion, c'est la relation entre l'État, les organisations financières d'un pays et les conseillers fiscaux en général. Et d'autre part, vous avez un client. Et c'est ce triangle, le triangle entre ces trois personnes qui doivent collaborer. Bon, on a une obligation par rapport à l'État. Quand quelque chose ne convient pas, il peut y avoir une plainte, et la loi nous dit ce qu'il faut faire pour expulser celui qui n'est pas en ordre. Et puis, il y a quand même la relation avec le client. Le client qui n'est pas informé des problèmes entre les conseillers fiscaux et le gouvernement. Et cette relation-là est également organisée par la loi. Et dans la liste dont vous parlez en Europe, ça manque. S'il y a une liste en Europe, il n'y aura pas d'organisation de contrôle, un organisme de contrôle. Mais en Belgique, on vérifie tous les 7 ans si tout va bien, on vérifie les dossiers des entreprises et des clients, des relations entre eux.
Et on a plein d'obligations pour contrôler la relation entre le client, l'État et le conseiller. Et là, pourquoi est-ce que l'Europe ne fait peut-être pas confiance à tous les instituts européens qui devraient se rassembler, se réseauter pour organiser les choses elles-mêmes, au lieu d'organiser de son côté une liste? Je ne dis pas qu'on ne faut pas faire confiance. Si vous voulez une liste, de toute façon, on commence par une liste avant de la rendre vertueuse. Ça me paraît logique. Donc, il faut, d'une manière ou d'une autre, un enregistrement pour avoir ensuite une réglementation. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Pour arriver à une liste vertueuse, vous avez besoin d'une réglementation, vous avez besoin de normes. On est d'accord, hein? Moi, je vous ai parlé du problème de la Commission. En Europe, l'Europe est hétérogène. Les pays ne sont pas les mêmes. Donc, il faudrait également réfléchir à l'harmonisation du marché intérieur. La Commission doit trouver un plan intelligent pour prévoir dans les pays où il n'y a pas de réglementation, une réglementation. Et c'est là la tâche difficile. Bon, en principe, on est d'accord. Mais c'est une tâche difficile, voilà, c'est tout. C'est un défi. Et on ne fera pas plaisir à tout le monde. Mais c'est le prix à payer pour veiller à ce que les pays qui ne sont pas réglementés soient enfin réglementés. Et ça sera le gain pour tout le monde. Dans l'industrie, pour l'instant, l'industrie de l'évitement fiscal en Europe est localisée aux Pays-Bas, en Irlande, au Luxembourg, à Malte et à Chypre. Et si on commence à réglementer ces pays-là, ce sera déjà un bon pas en avant. Deuxième question, le caractère secret de la profession. Est-ce que les juristes doivent figurer sur une liste vertueuse? Première question. Et quid du secret de la profession dans certains pays? Comment mettre sur la même liste deux noms qui n'ont pas le même secret? Très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse. Parce qu'un juriste peut également donner un avis sur les choix fiscaux. Pourquoi est-ce qu'eux n'ont pas le même caractère secret? Oui, on parlait de la portée, il faut parler également du type de profession. Oui, c'est une liste noire, en fait, vicieuse. Parce qu'une liste vicieuse, c'est quand les choses ne sont pas approuvées. Et si on veut commencer par un registre, comme vous l'avez dit, pour ensuite réglementer, vous ne devez pas commencer par une liste. Si vous commencez par une liste, ce n'est pas le bon choix, à mon avis. Il faut plutôt une réglementation, une norme minimale. Oui, mais Andrea, comment identifier les pommes pourries si elles ne sont pas inscrites quelque part? C'est un problème conceptuel. Vous pouvez dire, vous voulez qu'on cible les pommes pourries, mais comment le faire? C'est pas, les pommes pourries, ils ne vont pas dire, oui, moi je suis une pomme pourrie. Hein? Donc comment vous allez le faire? Comment vous allez identifier des gens s'ils ne sont pas sur une liste? Donc ça commence par la liste. Et vous l'avez fait. Hein? On l'a tous fait, ça fonctionne. Et on doit le faire maintenant au niveau européen. Ça ira plus lentement, parce que vous êtes un peu en avance, vous êtes déjà réglementé. Mais regardez l'industrie de l'évitement fiscal. Elle est localisée dans certains pays bien précis. Autre question? Ce sera la dernière question. Franz de Gans, de Slovénie, représentant de la Chambre des conseillers en Slovénie. Le thème de la future directive est très important, bien sûr, pour les intermédiaires et les conseillers fiscaux slovènes, parce que nous pensons que les contribuables ont besoin d'une certitude
juridique. Je comprends bien la position des conseillers allemands qui pensent qu'il faut réglementer uniquement les intermédiaires du pays tiers. Je ne suis pas d'accord avec eux, parce que nous savons tous qu'il y a des pays européens dans l'Union européenne où il n'y a pas de réglementation des intermédiaires ou des conseillers fiscaux. Et j'ajoute qu'il faut établir une distinction entre 4 pays qui sont toutes des démocraties. Bon, il y a les démocraties, les anciennes démocraties où c'est réglementé, les nouvelles démocraties où ils ne sont pas réglementés. Et je pense que la directive SAFE devrait fixer des normes fiscales auxquelles l'Allemagne répondra certainement, dans le but qu'il n'y ait pas d'ingérence avec les législations nationales. Par contre, dans les pays où il n'y a pas de réglementation, ça serait le cas. Donc, en Slovénie, que se passera-t-il? Nous avons 30 000 intermédiaires fiscaux qui remplissent les dossiers fiscaux, et ce serait impossible de contrôler tout le monde et d'empêcher cette économie grise qui correspond à 20% du PIB. Donc la situation en Slovénie ne permet pas de garantir la sécurité fiscale. Pourriez-vous être bref, s'il vous plaît? Oui, mais c'est important de fixer le cadre. Donc je soutiens totalement la position de l'ETAF et j'aimerais que l'ETAF nous aide à introduire une réglementation de la profession dans mon pays. Première question. Est-ce que la directive SAFE ne devrait-elle pas fixer des règles et des exigences pour les États membres qui devraient réglementer ce champ d'application, de manière à ce que les entreprises pourraient bénéficier de services fiscaux sécurisés? Donc, est-ce que la directive SAFE ne devrait-elle pas réglementer la profession fiscale? Donc, ça, c'est le point clé de ma question. D'abord, j'aimerais réagir en vous remerciant pour ce commentaire et pour cette question. Ce que vous avez demandé n'est pas vraiment lié à la directive. Je ne sais pas si vous l'avez lu dans les détails, mais là, on parle du rôle des facilitateurs. Ce n'est pas une directive de règlement minimum, de normes minimales. Bon, je sais que avoir des normes minimales, ça aiderait votre pays, mais c'est quelque chose qui, en effet, est très nécessaire pour la profession. Mais pour l'instant, même si on n'a pas les détails, la directive se concentre sur les facilitateurs. Donc, s'il y a un registre dans votre pays, ça n'aiderait pas. Mais la question, donc, c'est pourquoi est-ce que la directive SAFE ne veut pas réglementer la profession? Oui, c'est une question à poser à la Commission. C'est une très bonne question, mais bon. Bien. On va s'arrêter là. Merci. Merci aux intervenants, merci aux traducteurs. Je donne la parole à Philippe Haro pour ses mots de conclusion. On applaudit, en effet. Il mérite vos applaudissements. Restez assis pour une minute encore. J'aimerais vous remercier, bien sûr. Ce fut très, très intéressant. Et on comprend parfaitement la difficulté de l'exercice. Et pourquoi? Il y a tellement de reports.
Ce débat montre clairement que nous avons encore du pain sur la planche. Les choses ne sont pas encore terminées. On doit y travailler, chacun, avec une bonne volonté. Et j'ai vraiment apprécié, pendant le débat, qu'il y ait eu une mentalité réellement européenne qui a été exprimée. Cette mentalité européenne qui vise à construire l'Europe. Et pour répondre à la question de notre ami slovène, il y a des nuances, bien sûr. Et quand je dis la volonté, ce n'est pas seulement la volonté des personnes qui sont là présentes, mais également la volonté des politiciens, des représentants politiques des États membres. Et on sait que la fiscalisation, la taxation, ce n'est pas une politique commune. Il n'y a pas de volonté de partager cette politique au niveau européen. Donc c'est très difficile d'harmoniser les régimes fiscaux. Chacun voulant s'y faire un pas en avant, ne faire qu'un pas en avant, pas deux. Et quand on ne fait qu'un pas à la fois, bon, on ne sait pas très bien où on va. Mais néanmoins, force est d'admettre qu'il faut trouver un consensus fédérateur de toutes les attentes. En tout cas, merci d'avoir été très clair dans vos interventions. On comprend parfaitement votre position politique. Vous êtes membre du Parlement et dans le sein de votre commission, vous avez pas mal de choses à faire. Et il est logique que votre avis soit assez large sur le sujet. Et on en a besoin. Mais d'autre part, on comprend également, Andrea, qui représente la position de la profession. Et il est clair qu'on doit trouver un consensus. Et ce qui est drôle, c'est que ce consensus vient peut-être de la plus jeune. Manon, merci, vous avez été sage dans votre position, dans votre proposition. C'était pas quelque part un consensus trouvé. Le pas suivant, et on verra ensuite quel devra être le pas suivant. Et c'est la manière dont l'Europe fonctionne. C'est la politique des petits pas. Et en la matière, on doit faire le premier pas. Le plus difficile sera le dernier pas. Mais commençons par quelque chose. Commençons par un petit pas. Lançons-nous dans l'aventure et on ira plus loin. C'est sans doute la seule manière de fonctionner. Merci à nouveau. Ce ne fut pas simple pour vous d'être le seul homme dans le panel, mais vous êtes très bien débrouillé en tout cas. Bien, merci à nouveau. Nous vous invitons maintenant à poursuivre le débat sur le sujet ou d'autres dans le lobby de l'hôtel. Une réception est également prévue. Merci à tout le monde.